Je suis Jonathan, j'ai fondé JWeb il y a 21 ans et puis j'ai découvert le Lean et Régis il y a maintenant 10 ans. Tout le monde utilise Google, tout le monde sait ce que c'est les réseaux sociaux, mais je vais vous donner 2-3 particularités de notre métier et qui on est pour que vous puissiez mieux comprendre après le contexte dans lequel on évolue. Quand j'ai lancé l'agence en 2004, je faisais déjà ce métier depuis plusieurs années, mais en tant que freelance à mon compte. Quand j'étais au lycée, j'ai montré mes premiers sites web et j'ai eu du trafic. Ce trafic, j'ai mis un peu de publicité. J'ai touché quelques centaines de francs et ça a financé mon bac et mon DUT, les 2 années supplémentaires. Quand j'ai fini le DUT, ces centaines de francs, entre-temps, on était passé à l'euro et ça s'est passé à plusieurs milliers d'euros par semaine. Donc il y avait l'explosion du trafic et à l'époque, il n'y avait personne qui savait récupérer le trafic de Google et le monétiser. Voilà. Et c'est comme ça que un peu après, j'ai rencontré Anthony d'ailleurs quelques années après. J'avais pas du tout vocation à créer une société, à faire un business qui dure sur le long terme. J'ai juste en 2004 déposé des statuts pour officialiser les revenus, puisque jusque-là c'était complètement illégal. Et puis j'ai déménagé, j'en ai profité pour déménager de Dunkerque à Montpellier, parce que c'était quand même plus sympa au soleil. Je vous passe tout le reste, mais grosso modo à l'heure d'aujourd'hui, on est un peu plus d'une centaine de personnes. On a des bureaux à Montpellier, Paris, à côté de Londres et à Genève. On a 8 nationalités, puisqu'on fait 50% du chiffre d'affaires à l'export, et on a des campagnes à peu près dans 40 pays. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On optimise leur présence sur Google et sur les réseaux sociaux, avec la partie payante de Google, la partie payante de Facebook, mais également le référencement naturel qui est ici, et puis aussi la partie GEO, donc c'est la partie moteur de recherche, LLM, ChatGPT, etc. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est 95% de notre chiffre d'affaires. Et à côté de ça, on vend des petits outils en R&D, du studio, de la data analytics, etc., etc., etc. Nos clients, c'est qui, c'est quoi? Vous les connaissez, je ne vais pas vous les présenter. Là, on vous met ceux qui sont connus pour que vous puissiez vous identifier, mais dans les faits, on fait plus de 50% du chiffre d'affaires avec les TPE, PME, dont les noms ne vont rien vous dire si je vous les cite. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'ont pas de budget. Hein. Des fois, il y a des petites boîtes sur le web, je vous parle de Store Discount. Je ne peux pas vous donner le montant, mais on a 1 million d'euros d'investissement par an en budget marketing web. Voilà. Donc, je pense que personne ne les connaissait avant que je vous donne le nom. Voilà. Donc ça, c'est un extrait d'un peu tout type de clients qu'on a. Je ne connais pas vos secteurs, mais dans notre secteur à nous, on a un problème de temps. On doit aller très vite pour avoir du résultat. Et si on se trompe, les clients n'hésitent pas à nous partir. Si dans l'année, je fais 2 boulettes, j'ai 9 chances sur 10 que mon client résilie. Voilà. Et une boulette, ça peut être une erreur de faute d'orthographe dans une campagne, ou d'avoir investi 1 200 € au lieu de 1 000 € sur une journée. En fait, les clients, du coup, nous payent bien, on gagne bien notre vie, mais en échange, ils veulent vraiment un service où on ne se trompe jamais. Et on sait que ça ne peut pas arriver de jamais se tromper. Moi, c'est des humains. Vous avez vu, la photo de slide d'entrée, c'est mon équipe, c'est eux qui font le job, c'est eux qui ont le savoir-faire, mais forcément, ils se trompent en fait. Voilà. Donc ça, c'est le point dur pour nous. Ça, vous connaissez ce métier, donc je ne vais pas vous présenter ça, mais un consultant chez moi a 3 à 8 comptes clients différents et ça représente 200 000 mots-clés et 12 000 annonces publicitaires rédigées. Donc vous voyez, c'est très 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 vaste pour tous les clients cumulés. Là, j'ai laissé une vieille capture d'écran, mais c'est volontaire. C'est pour vous montrer que du coup, même des clients qui sont dans un secteur comme le secteur bancaire qui est plutôt calme, en fait, les taux changent. Là, c'est juste les taux qui sont plus bons. Hein. Ça n'existe plus du tout. Les landing pages changent aussi en fait. Les services changent. Donc, on a un produit qui est jamais fini. Et même quand un client a des bons résultats, il suffit que son concurrent se mette à faire une promo, à déstocker, ou parce qu'il a fait une levée de fonds, à augmenter fortement les prix du clic pour prendre la première place, et nous, ça nous impacte. Donc, on n'a pas de produit fini. Et ça, c'est un point qui était très difficile chez nous, où moi, chez Toyota, je voyais, il livrait la voiture, elle était finie. Après, il y a du SAV éventuellement, mais c'est plus la même usine, c'est plus la même chaîne de prod. Et chez nous, on n'a pas ça en fait. Ça revient tout le temps en boucle, donc on a dû beaucoup réfléchir à ça, et comment gérer ce système de boucle sans fin en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Google nous demande 15% de croissance par an, juste pour accepter de continuer à nous parler. Sinon, en fait, ils nous déclassent et au bout de 2 années, on n'a même plus de support. Je ne vous l'ai pas dit, mais Google et Facebook, on a investi plusieurs centaines de millions d'euros pour tous nos clients cumulés. Donc, je fonde JWeb et à partir de 2004, vraiment la boîte d'école, parce que déjà, je passe à plein temps. Et le deuxième truc, c'est que je développe un petit outil qui permet de traquer les ventes sur Google Ads. Avant, ça n'existe pas. Analytics, ça n'existait pas en 2004. Et hop, je récupère des clients, notamment eBay. Et eBay, ça me propulse à des chiffres d'affaires en millions d'euros. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'embauche, parce que j'arrive plus à tout gérer. Et là, je commence à moins me marrer parce que 10-15 personnes, un peu de rigidité,
des gens qui se trompent, des gens qui réussissent, des gens qui suivent pas ce qu'on leur demande, etc. Et là, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'ai un bac plus 2, hein, j'ai rien fait, aucune étude de management. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et puis mes potes me disent, c'est normal, mets des procédures, il se passe ça, alors fais ça. Mais sois cool en même temps, mets une salle de sport, offre de la bouffe illimitée, etc. Un peu à la Google. Et nous, à l'époque, Google avait vraiment une image géniale hein, pour les jeunes. Maintenant, ça a un peu changé, mais donc j'ai fait ça. Et bien sûr, ça m'a rien amené. J'allais encore plus dans le mur. Donc 2012-2016, je veux plus de croissance. À l'époque, j'avais un sales et il avait comme mission de signer maximum un client par mois. Hein, parce qu'au-dessus, j'en voulais plus. Donc on n'a quasiment pas embauché de 2012 à 2016. Il y a eu quelques embauches, mais vraiment à peine, et presque pas de nouveaux clients. Voilà. La boîte était rentable hein, déjà à ce moment-là, je gagnais ma vie, donc pas besoin de trop de stress, je dormais plus le soir, j'avais du mal à m'endormir, je pensais qu'à ça allait pas. Et vous connaissez peut-être ce petit jeu qui est sur la droite. Ça, en dessous, c'est des problèmes en fait. Et ce jeu, il est sans fin, hein. Vous pouvez jamais gagner en fait. C'est la situation que j'étais en 2016. Vraiment plus possible. Et puis, j'ai la chance, je rencontre Benoît de la société Théodo. C'est une boîte de développement informatique, si je simplifie ce qu'ils font à l'extrême. Et lui, j'ai l'impression que sa boîte, c'est trop facile. Je me dis, mais c'est pas possible, Benoît, comment tu fais? Et il me dit, lis ce bouquin, Learning to Scale, ancienne version, et qui me dit, lis ce bouquin, Régis m'accompagne, et on fait plein de trucs géniaux. Je lis le bouquin, je n'arrive plus à nouveau à dormir. Mais d'excitation, tellement ça a l'air génial. Du coup, c'est pas la même type de fatigue, c'est vachement plus intéressant. Je rencontre Régis, il se mettait à son compte à ce moment-là, on mange des sushis, et là, on se met à bosser ensemble. Et qu'est-ce qui se passe du coup? C'est ce que je vais vous raconter, c'est les 10 ans qui suivent. Et du coup, ce qui se passe, mon objectif de départ, c'était uniquement de baisser les problèmes. Donc le lean, c'est plein d'autres choses que je vais vous parler, mais moi, c'était juste pour ma gueule à moi. Je veux baisser les problèmes, je veux juste arriver à dormir. C'est ma priorité à moi. Je me sauve quoi. Voilà, c'était soit ça, soit je vendais la boîte. J'avais déjà les propositions de LOI à l'époque, avec des montants assez sympas, mais voilà. Le résultat, c'est que 10 ans après, je suis toujours là, donc c'est qu'a priori, ça a marché. Le chiffre d'affaires a augmenté de 80% par consultant, et le nombre de consultants a fait même quasiment x3 sur la période, puisque là, 2016, on devait être, à 25, quelque chose comme 20-25 quand même, ça avait un peu grossi quand même. Voilà. Donc ça a marché. Et maintenant, je dors très bien. Alors, ici, vous avez ce qui a changé. Donc on a commencé en juin avec Régis. Ce qui a été un méga accélérateur, c'est qu'en mars 2017, puis en octobre 2019, je suis allé au Japon. La première fois avec le directeur, mes 2 bras droits de l'époque, qui sont toujours dans la boîte, et puis mon CTO. Et ensuite, je suis retourné avec un team leader et ma RH en 2019. Ici, vous avez tout sur cette photo. Donc, si vous arrivez à la décrypter, vous avez capté l'essentiel du TPS de Toyota. Je vais vous l'expliquer parce que c'est quand même pas très pratique. En plus, il y a beaucoup de choses en japonais. La première chose qui nous a frappé quand on était là-bas, qui m'a frappé là-bas, c'est que tout était visuel. Donc, c'est des usines. On a visité des usines. Nous, on fait du service, comme vous, je pense. Donc, moi, je n'avais jamais visité d'usine. C'est que tout était très clair. Même les choses de base. Donc, regardez ici. Ça, c'est pour aller depuis les bureaux aux toilettes, ils ont mis une affiche sur comment changer les chaussons. En France, on aurait écrit utiliser les bons chaussons ou utiliser les chaussons bleus. Eux, non, ils ont fait un visuel vraiment plus clair. Là, vous voyez ici, Régis, c'est écrit une fois par mois, cette plante. Je pense que c'est l'arrosage, etc. Donc, eux, c'est très, très visuel. Ça, c'est le premier truc. Ici, c'est encore du visuel. On voit la performance des collaborateurs. On voit aussi des problèmes de bac rouge qui sont là. Vous voyez, c'est visuel. Ici, au milieu, peut-être que certains connaissent ce type de lanceur. Ça, c'est le visuel que moi, j'adore. Vous voyez, il est timé toutes les 10 minutes. Et donc là, je ne sais plus quelle heure il était quand on y allait, mais l'opérateur sait que toutes les 10 minutes, il doit prendre une carte et il voit s'il est à la bonne vitesse et au bon rythme, en fait. Et du coup, l'opérateur sait se positionner s'il a besoin d'appel à l'aide ou pas. Et ça l'aide. Donc là, s'il est 9h30, c'est génial, il est en avance. S'il est 11h30, mince, je suis en retard, j'appelle à l'aide. Le team leader, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il passe, parce que là, il y avait beaucoup d'opérateurs sur cette chaîne de prod. Dans cette usine, il devait y en avoir une trentaine. Le team leader passe, et lui, il peut voir tout de suite si l'opérateur est à la bonne vitesse ou s'il a besoin d'aide. Il a une galère, on ne sait pas laquelle, mais il a besoin d'aide en fait.
Donc ce que j'ai découvert, c'est que les managements visuels n'étaient pas là pour faire du report et pour traquer, mais étaient là pour avoir l'échange et forcer à créer cet échange. Ça a été une grosse claque. Ensuite de ça, on a visité dans les usines, ils nous ont montré beaucoup de avant-après, qu'on appelle les kaizen. Donc ici, vous en avez quelques-uns. Chez eux, c'était hyper visuel. Et ce que je voyais entre la gauche et la droite, c'était un trou, une pièce qui était tournée à 90 au lieu de 60 degrés. Donc, ce n'était pas des trucs de fou. Et sur certains, vous voyez, c'est écrit en petit, il y avait impact coût. Des fois, c'était impact délai, ça dépendait des boîtes. Je me suis dit, c'est dingue quand même. Ils mettent des petites améliorations comme ça en avant. Et c'est un autre truc que j'ai appris. Il n'y a pas de petit win en fait. Chaque petit win mène à une succession d'autres wins qui amènent à la fin un gros win final. Pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai eu quand même un petit doute, pour être honnête. Je me suis dit, ouais, ils mettent des belles affiches. Est-ce que ça change ces affiches? Je suis revenu 1 an et demi après dans cette usine. C'est la même en haut et en bas. En fait, les affiches n'avaient pas changé. J'ai été déçu. Par contre, ici, c'est des presses. Donc ça presse et ça va fabriquer un truc en métal. Et ça va plier certaines pièces. Et ils font des changements de série. Et le changement de série, c'est les moules qui sont là. La première fois que j'y suis allé, 6 minutes 30 pour changer le moule. 1 an et demi après, 5 minutes 50. Ils avaient gagné 40 secondes. Voilà, énorme. 40 secondes, on ne dit c'est pas beaucoup, mais des changements de série, ils peuvent en faire jusqu'à 10 par jour. Hein. Vous voyez, donc après, cumuler. Tout le reste des améliorations qu'ils font sur une année, ils arrivent à augmenter la prod de 10% sans augmenter les coûts, quoi. Donc du coup, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Tout ça, ils le font grâce à qui? J'ai pas de photo pour ça, mais c'est grâce aux team leaders. Je voyais partout des team leaders qui étaient prêts à venir aider. C'est-à-dire que dès qu'un opérateur était en galère, le team leader est arrivé dans les 2 minutes pour venir l'aider et lui dire « je te débloque ». Voilà. Enfin, j'imagine qu'il disait ça parce qu'il parlait en japonais, je ne comprenais pas. Mais je voyais qu'après, la pièce était fabriquée, donc c'est qu'il avait débloqué. Et tout ça, en dehors du team leader, il faisait avec peu de moyens. Vous voyez, tout ce qu'il y a à l'écran, ça coûte quelques dizaines, peut-être centaines d'euros, mais c'était vraiment rien. Et c'était très antimonique puisque moi, dans mon métier, mes clients aiment bien s'occuper de grosses solutions que je ne vais pas citer maintenant, mais de grosses solutions qui coûtent des dizaines de milliers d'euros à l'année pour faire plein d'analyses, etc. Et moi, tout ce que j'ai vu partout, c'était du papier. Il y avait quelques écrans, mais c'était du papier et pas beaucoup plus en fait. Ensuite, c'est là que ça a commencé, c'est le retour en France. Ah oui, avant le retour en France, c'est là-bas où j'ai vraiment découvert le TPS avec le juste à temps d'un côté, l'auto-qualité de l'autre, etc. Où vraiment j'ai découvert le TPS en fait mis en action. Je ne vais pas vous le présenter, mais c'est vraiment là où j'ai vu tout ça. On rentre en France et là on se dit qu'est-ce que ça veut dire chez moi tout ce qu'on a vu? Et là on a mis du temps à mettre tout ce que je vais vous présenter là. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire comme les patrons au Japon. Parce que ce qui est bien dans ces usines-là, c'est qu'à chaque fois, on était reçus par vraiment le big boss. Certaines usines, c'était 700 salariés. C'est le big boss qui nous a fait visiter l'usine. Et il connaissait ses métiers. Il connaissait expliquer. Nous, on avait un traducteur, donc on pouvait lui poser des questions. Il savait nous répondre. On était vraiment très, très surpris, en fait, qu'ils connaissent aussi bien son usine. Et pour faire ça, on est allé voir la vraie vie des consultants. Et voir la vraie vie des consultants, ça veut dire quoi? Donc ici, c'est Tiffany, ma RH. J'ai pris tout mon codir et je leur ai dit, maintenant, chaque semaine, on va aller faire un Gemba ou un Go and See. Donc on va s'asseoir pendant 20 à 30 minutes derrière quelqu'un pour le regarder bosser. Et on ne l'emmerde pas. On lui parle presque pas. On est vraiment là juste pour voir est-ce qu'il s'en sort ou pas. Tiffany me dit, mais t'es où, Jonathan? En fait, je connais rien au métier. Comment tu veux que je regarde les gens qui bossent? Je dis, toi, tu ne peux pas vraiment analyser le fond du métier, mais tu peux voir est-ce que la personne, quand elle a fini quelque chose, elle sait quoi faire après? Est-ce qu'elle a 50 mails dans sa boîte de réception? Est-ce qu'elle sait appeler à l'aide quand tu vois qu'elle est bloquée, qu'elle clique un peu comme ça dans le vide, qu'elle revient en arrière, qu'elle galère et qu'elle râle? Est-ce qu'elle appelle son team leader ou est-ce qu'elle continue de râler pendant 10 minutes? Tu peux voir tout ça en fait. Voilà. Et ce Gemba, ça a beaucoup changé la façon de gérer JV Web. Si vous devez retenir un truc ce soir, c'est ce slide. Le reste, presque, vous pouvez oublier toute la suite. Pourquoi ça a été très impactant? C'est que je me suis aperçu que les décisions qu'on prenait en codir, 1 sur 2 faisaient chier les équipes parce qu'elles n'étaient pas vraiment applicables au quotidien.
Ça partait d'une bonne intention, ce qu'on voulait faire. C'était pas pour faire chier les équipes, mais au quotidien, je voyais que ça marchait pas. Mon premier game back, je l'ai fait avec Régis. Du coup, je me croyais malin. Et on va voir quelqu'un qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais il est juste plus chez nous, Johnny. Et on va voir Johnny, je me dis, je prends le meilleur de l'équipe. Je suis sûr, je ne vais pas me louper. Et on a des clients internationaux, on fait du change. Et là, je m'aperçois qu'il ne prend pas le bon site, les bonnes dates de taux, qu'il fait les calculs. Et donc, du coup, que ça fait soit payer le client trop cher, soit pas assez cher. Enfin, ça dépend des monnaies. Et là, il le fait en trou de franchise devant moi. Et je me dis, merde, je prends le meilleur de l'équipe. Lui, il est à l'aise de me montrer ça, qu'il se trompe. Il y avait une procédure qu'on avait refait quelques mois avant. Et là, je me dis, oh putain, pardon, waouh, enfin, ça va pas. Je suis ultra dégoûté. Je ne montre rien. Régis m'avait dit, tu ne montres rien. Si tu n'es pas content, c'est ta faute. Tu ne dis rien. Bon, et là, j'étais juste dégoûté. Donc, au lieu de m'aider, ces Gemba, au début, ça m'a presque plus enfoncé qu'autre chose. Mais c'est comme ça et c'est juste une passade. Après, on a fait des Gemba, on a vu des choses super des équipes. Mais voilà. Donc, je vous invite vraiment à en faire parce que ça a vraiment changé la face. Moi, maintenant, j'en fais un toutes les 2 semaines avec les team leaders. Alors, on va voir les team leaders avec le directeur de prod. Tiffany, on fait quasiment un par semaine et le reste du codir, on fait 1 à 2 par mois. J'ai toujours du mal à les tirer à en faire, mais à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils y vont, ils repartent avec plein d'idées. Le collaborateur, il a 2 gains quand on fait ça. Le premier, il se dit, on s'intéresse à ce que je fais. Donc, il est souvent fier de bosser avec nous, de bosser devant nous, de nous montrer ce qu'il fait. Et le deuxième point, c'est qu'à la fin, souvent, il nous demande un feedback. S'il demande, on lui fait, sinon, on le laisse tranquille. Et à la fin, dans ce feedback, on essaie de lui donner un autre point de vue, de le faire un peu grandir. Nous, on a beaucoup de jeunes, je ne vous ai pas dit, mais la moyenne d'âge, c'est 27 ans. Donc, on essaye de les faire un peu grandir, de leur montrer des trucs qu'ils n'avaient pas vus et pourquoi on a conçu ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, souvent, ils sont contents, en fait. C'est un peu comme si je me faisais réélire patron de ma propre boîte, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le première chose qu'on a fait. Et vous allez voir, il y a cette petite affiche. Regardez, elle est sur les bureaux. On va en reparler après. La deuxième chose qu'on a fait, c'était une de mes meilleures décisions, mais une des décisions qui a été la plus difficile à faire accepter. On avait un team leader, pour une vingtaine de consultants. Et au Japon, on a vu qu'ils avaient un team leader pour 5 personnes. On s'est dit, je vais faire la même chose. Et là, mon codir de l'époque m'a dit, mais Jonathan, on va planter la boîte si on fait ça, puisque tu veux prendre les meilleurs, qui ont le meilleur niveau de satisfaction des clients. Enfin, de l'impression qu'on a en tout cas. Parce qu'à l'époque, on ne mesurait pas. Et ceux qui facturent le plus, et tu veux enlever la moitié de leur temps, leur enlever la moitié de leurs clients. Ouais. Et ils me font, qui c'est qui va gérer ces clients ? On va embaucher pour faire ça. Mais du coup, on va gagner moins d'argent. Mais non, peut-être pendant quelques mois, mais après, tu vois, ça va marcher mieux. Et tout le codir était contre, et même les AM, mes account managers, mes consultants, n'étaient pas forcément très contents d'avoir un team leader qui était plus proche d'eux au départ. Je le fais quand même. On dit 50% pour les clients pour garder le geste, parce que c'est important de garder le savoir-faire technique, et puis 50% pour aider son équipe à progresser. Et progresser pour nous, ça veut dire former. Et aussi identifier les problèmes qui les saoulent dans la journée pour que derrière, on puisse faire du PDCA. Ça, c'était vraiment l'objectif de départ. Et c'est encore l'objectif maintenant à 90% des team leaders presque 10 ans après. Et ça a été game changer pour nous permettre de scaler. Puisque du coup, maintenant, on arrive à se développer seulement si on a des bons team leaders qui arrivent à développer leur équipe. Et sans ça, j'avais un team leader, un directeur de prod. Pour 20 personnes, on n'y arrivait pas en fait. On avait tout le temps des problèmes. Et vous vous rappelez, 2 boulettes dans l'année, nos clients nous quittent. Il se passait tout le temps des boulettes. Avec ça, dès qu'on s'est mis à faire ça, le nombre de bacs rouges a tout de suite fortement baissé. C'est l'impression, puisqu'à l'époque, à nouveau, on ne les mesurait pas. Donc j'ai juste cette impression. Comment je le mesurais ? C'était à mon sommeil. Et est-ce que j'avais encore des clients qui m'appelaient pour râler ? À partir du moment où on a commencé à avoir des team leaders, j'en ai eu beaucoup moins. Les team leaders, c'est bien, mais ça ne suffisait pas. Parce que c'est pas parce qu'on a un team leader qu'il se passe forcément des trucs. Vous vous rappelez cette petite affiche que je vous ai montrée juste avant ? C'est ce qu'on appelle le hand-on en japonais, mais ça veut dire l'appel à l'aide. C'est quelque chose que j'ai vu au Japon. Sur toutes les machines ou tous les postes de travail, il y a ces petites lumières.
Vert, tout va bien. Rouge, soit la machine, soit l'opérateur a un problème. Et orange, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour être honnête. Au Japon, dès qu'il sonnait, dès qu'il tirait, le team leader arrivait en 2 minutes. Donc on s'est dit, je vais faire apprendre à mes consultants ce que ça veut dire d'être bloqué. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Hein. Donc vous avez vu, j'ai rien à faire. Bon, ce cas-là, il arrive quasiment jamais. Je n'ai pas compris ce qu'on m'a demandé. Le plus important, j'ai un doute sur ma tâche, en fait. Parce que généralement, c'est « Ah non, mais j'ai bien compris, hein. C'est bon, je le fais. » Puis ben, on se trompe. « Ah, mais j'avais un doute, j'ai fait ce choix. » Bah non, c'était le mauvais. Donc on a rajouté ça. C'est une ligne qui n'était pas au départ. Et là, il y a une version Gen Z qui vient arriver, c'est « J'ai une bizarrerie. » Parce que doute, ça veut dire que c'est moi le fautif, c'est moi qui ai un doute. La bizarrerie, c'est un truc extérieur. Donc là, on rajoute bizarrerie là, dans les nouvelles versions qu'on va imprimer. Je fais quelque chose pour la première fois sans avoir été formé. Je ne sais pas comment faire une tâche. Je passe plus de 30 minutes. Bref, blablabla. On l'a imprimé, c'est sur tous les bureaux chez nous. À qui je dois demander de l'aide, ça c'est important. Parce qu'au départ, ils demandaient de l'aide parfois à leur team leader, mais leur team leader peut être en rendez-vous, peut être en clientèle, peut faire autre chose, être en vacances. Donc ils demandaient à leurs collègues. Nous, on ne veut pas. Tu demandes à ton TL, à un autre TL, à un manager, à moi, et jamais moi j'ai personne. On est 100 personnes, maintenant les nouveaux me voient. Ça me fait peur, donc on a rajouté cette petite phrase. Et seulement si aucune de ces personnes sont dispo, vous demandez à votre compte à un collègue. Et on ne veut pas qu'ils demandent aux collègues. Parce qu'en fait, les collègues ne savent pas former. Ils donnent une réponse vite fait parce qu'ils ont eux-mêmes leur prod à faire. Donc ils donnent une réponse qui est souvent partielle. Ils ne vont pas donner les points de contrôle. Et donc on a un gros risque d'erreur. On ne veut pas non plus. Pourquoi on a mis ça? La première raison, c'est qu'avant, ils cherchaient sur Internet. Hein. Vous vous rappelez? Ils ont 3 à 8 clients. Ah tiens, je vais faire des campagnes locales pour mon client. Ah, j'ai un doute. Ah, ben, je vais voir le web. J'en fais une deuxième, je fais un deuxième client. Puis on s'aperçoit un mois après qu'on s'est trompé. Des centaines d'euros mal investis, parfois qu'il faut rembourser, des clics qui ne servaient à rien, un client pas content, et puis surtout le client ne fait pas ses objectifs, quoi. Donc du coup, on ne veut surtout pas qu'il cherche sur Internet. C'est quand même assez bizarre pour une boîte qui fait du search, mais on ne veut vraiment pas qu'il fasse ça. Donc ça, c'est ce qu'on a revu, on a copié le Japon en essayant de créer du coup cette chaîne d'aide en fait. On veut qu'ils nous appellent à l'aide. Là, à l'époque, je me dis, je suis trop cool. D'un côté, j'ai mes team leaders. Maintenant, mes opérateurs, mes consultants, ils savent quand appeler à l'aide. La vie est belle. Eh ben non. C'est encore mieux qu'avant, mais ça manque encore de trucs. Vous allez voir. Qu'est-ce qui manque sur cette photo? Qu'est-ce qui vous choque? Pardon? Il manque des gens. Mais bon. Ouais, il manque des gens, mais ouais. Non, rien? N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il n'y a pas de perf. Il n'y a pas de perf, exactement. Ici, on ne voit pas qui a besoin d'aide. Vous voyez, il n'y a pas les petites couleurs vert, orange, rouge. On ne voit pas qui est bloqué. Donc là, ici, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Là, ça fait peut-être 1 heure qu'il est sur son fichier. On ne le voit pas, en fait, que ça fait 1 heure. Voilà. Alors oui, le team leader, il peut passer, il peut le voir, mais le team leader, il peut être en réunion, il peut faire d'autres choses, il peut s'occuper avec un collègue. On ne voit pas qui est bloqué. Donc, on s'est dit, on va s'inspirer du management visuel. Hop là. Ça devait être 1 mois avant le Japon. Ça, c'est 1 mois après le Japon, ou 2 mois après le Japon. On commence à créer des managements visuels. Donc, vous les avez à droite, ici. Donc, est-ce qu'on a atteint l'objectif du client? Donc là, ici, dans cette équipe, il y avait 82% d'atteinte des objectifs cette semaine-là ou ce mois-là. La note des clients, avec les notes des clients ici. C'est le tableau d'un team leader? Ça, c'est un team leader avec son équipe. C'est ça qu'il y a dedans? Ouais, donc Manu, Lara, Yann, Tobias et Lucas. Lucas était le team leader. Puis là, il y avait une place vacante. Les problèmes qu'on rencontre avec les clients et quel type de problème, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 pour le résoudre. Maintenant, 10 ans après, maintenant c'est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Hein. Juste pour donner un ordre d'idée, on a réussi à diviser la résolution de problème beaucoup plus vite. Et puis après, d'autres petits trucs en fait. Et ça, c'était pas mal. Une fois par semaine, il y avait une animation d'équipe où Lucas réunissait son équipe et discutait de tout ça. On était print. Le fait d'être print, c'était très important. Avant, dans les bureaux, vous avez vu, il n'y avait pas une feuille qui traînait. On devait faire une ramette par trimestre. Et c'était
les jours on bref, maximum une remette par trimestre. Et là, ils n'ont pas voulu faire à la main. On l'a fait très peu, ça a duré genre 15 jours et ils ne voulaient pas. Donc on est parti sur le digital, mais je les ai obligés à imprimer tous. Voilà. Premier intérêt, donc on est avant le Covid, le fait d'être imprimé, les managers, moi et les autres TL, on n'arrêtait pas de discuter de ce qu'il y avait sur les visuels. Donc là, ici, je voyais une mauvaise note. Je voyais un problème sur un client que je connaissais. J'allais discuter avec eux. Avant, le seul fois où ça revenait à mes oreilles, c'est quand vraiment le problème était énorme et que de toute façon, ça allait péter en fait, et que ça n'avait pas de solution. Là, c'était génial. On y allait et du coup, c'était beaucoup plus apaisé parce qu'on n'est pas en mode grosse boule de feu, on était en mode beaucoup plus discussion, PDCA, enfin, c'était le début du PDCA chez nous, etc., etc., etc. C'était bien. Franchement, ça a été génial, mais on était toujours en mode réactif, puisque c'était après coup. Et c'était vachement une fois par semaine où quand je passais dans le couloir avec le team leader avait une dispo pour discuter. Mais c'était quand même après coup. On s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revenir pendant ou avant, en tout cas au moins pendant, que ça se passe vraiment. Et au Japon, on a vu qu'il y avait beaucoup de cartes Kanban, de systèmes de flux tirés. On a commencé à vouloir faire plein de choses chez nous en flux tiré, avec des cartes et tout. On s'est tout le temps planté. Mais je pense que moi-même, j'ai dû faire 7 ou 8 TC avec des account managers ou des consultants différents et on n'a jamais réussi. On a essayé en mode papier, on a essayé en mode Google Sheet, on a essayé en mixant les deux, on a essayé avec des outils, on n'a pas réussi. Et puis, qui a raison généralement? Le terrain ou les managers? Le terrain. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a Nicolas, qui est un stagiaire chez nous à l'époque, et qui, Nicolas, il a vu qu'on a galéré, on avait eu quelques petites discussions, et Nicolas se dit, on a appelé ça, c'est un Kanban, mais Nicolas ne savait pas que c'était un Kanban, mais Nicolas, lui, se crée un outil où il se met ses cartes, today, ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui, de lui-même, il met une durée, de lui-même, et puis, il se crée un petit bouton d'automations. Est-ce que la carte revient dans J+7, J+1, J+14, J+20, mois plus 1? Parce qu'on a beaucoup de tâches qui sont régulières. Les reporting, c'est tous les lundis matins pour beaucoup de clients, par exemple. Voilà, etc. Donc, on a beaucoup de cartes régulières. Il fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il met le feu à sa cellule. Mais vraiment. Ce que nous, on avait essayé en forçant, en donnant des primes, en incitant les gens, en passant du temps, lui, il a réussi finger in the noise. Pourquoi? C'est que ça lui a tellement facilité la vie d'avoir ces flux de demandes clients regroupés à un seul endroit, qu'il arrivait plus tard, il partait plus tôt, et avant la fin de son stage, il était tellement bon qu'il a commencé à gérer des clients. On avait prévu de le passer en CDI, il a dit, je commence à gérer des clients, il a commencé à facturer. Alors quand d'autres, à l'époque, facturaient au bout du 10e mois. Et surtout facile. Donc Nicolas est brillant, mais au-delà de ça, c'est ce système qui permet de faire ça. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce système. C'est que le collab chez nous, la version maintenant, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis le feu parce que du coup, les autres étaient très jaloux. Ses collègues dans sa cellule de 6 ont commencé à l'utiliser. Le team leader l'a utilisé. Et après, c'est la cellule d'à côté qui a demandé. Et puis ça s'est fait par boule de neige. Et une fois qu'on avait 70% de la boîte, on a fait les managers, on a mis des standards, on a institutionnalisé ça pour que tout le monde l'utilise. Du coup, le gros gain, c'est que le collaborateur décide de sa journée. C'est ce qu'il fait. Ce qui se passe derrière, c'est qu'il gère 3 à 8 clients et c'est assez stressant parce qu'il pourrait faire une 50aine d'actions différentes sur ces 3 à 8 clients. Donc ça fait 150 à 400 actions différentes. C'est lui, du coup, qui tous les matins dit « je fais celle-là en premier, celle-là en deuxième, celle-là en troisième » et il les classe dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ici, la 4e pièce de sa journée, c'est Optime Campagne Sac Papier Craft. Un client qui vend ce genre de produit. Voilà. Il décide de mettre la plus importante le matin, la moins importante le soir. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Premier impact. Parce qu'avant, généralement, ils le faisaient au feeling, les gens. Sur un post-it, sur un cahier, enfin, chacun a ses méthodes. Là, l'avantage, c'est qu'avec ça, premier gain, quand le soir, ils n'ont pas fini de leur journée, ça arrive souvent, c'est la tâche la moins importante qui n'est pas finie. Donc, c'est souvent la tâche qui n'est pas stratégique. Mais par contre, le reporting,
pour un gros client, il a bien été envoyé à 10 heures comme c'était prévu. Voilà. Ça, c'est, du coup, pour eux, le consultant, c'est qu'il oublie beaucoup moins qu'avant et surtout, il allège sa charge mentale. Pour lui, c'est un énorme stress avant de se souvenir de tout ce qu'il devait faire. Ils oubliaient tout le temps des choses et là, en fait, du coup, ils ne se stressent plus. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente leur confort ? La facturation, enfin la productivité augmente. Mais je ne recherchais pas à augmenter la facturation. J'étais vraiment en mode, je leur apporte plus de confort pour qu'on ait moins de problèmes et pour que Jonathan, à nouveau, ait moins de problèmes. J'étais toujours dans cette dynamique-là. Là, on est 6 mois après le Japon, je pense. Ça ne suffit pas. Malgré ça, on se dit, tiens, c'est bien, mais il y en a qui utilisent l'outil un peu n'importe comment et plutôt comme une to-do. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'ils classent le matin, on veut qu'ils mettent des temps approximatifs, mais quand même qui ressemblent. Comme ça, on a un total des times. Voilà. Ce qu'on fait, c'est que du coup, on crée des routines d'échange entre les TL et les opérateurs tous les matins. Enfin, tous les matins. Pour les juniors, c'est tous les matins. Pour les seniors, c'est 2 fois par semaine. Le team leader va échanger sur ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Première question, est-ce que tu penses réussir ta journée ? Oui, non. Alors, si un junior nous dit oui, on va le challenger. Un senior nous dit oui, c'est bon. Presque fin de la discussion. Là, du coup, on me dit oui, je vais réussir ma journée. Je vois cette carte de 30 minutes. Parfois, moi, en tant que team leader, j'ai peut-être géré ce client. Ou alors, je connais ce savoir-faire. Parce que je connais ce geste d'optimisation. Si je vois que c'est 30 minutes et je pense que c'est 5, je ne suis pas en train de me dire tu merdes, là, c'est 5 minutes. Le team leader se dit ça veut dire que ce consultant a besoin d'aide et a besoin de formation. Donc, ce plan de prod, nous, au niveau strat, au niveau boîte, nous sert à repérer qui a besoin de formation. En fait, c'est à ça que ça sert. Alors, quand je dis formation, c'est un dojo sur une pièce précise. Ce n'est pas une formation au métier global. C'est vraiment comment faire de ce type d'optime, par exemple. Voilà. Et ça a changé la dynamique, puisque du coup, avant, le consultant disait à 17h à Gauthier, notre team leader, « Hey Gauthier, j'ai pas eu le temps d'envoyer mon reporting à mon client ou j'ai pas réussi à faire cette optimisation. Là, il est 17h30 et je dois pas. » Gauthier devait soit gérer lui-même, il devait rester avec le consultant, et surtout il y avait un pic de stress. Maintenant, Gauthier, il le sait à 9h30 que la journée soit est pas faisable, soit qu'il y a une pièce difficile. On sait les problèmes le matin et pas le soir. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive toujours pas le soir, mais déjà, on progresse encore. Malgré tout, on se dit, tiens, c'est bien d'avoir ça. Mais vous voyez, c'est très, très instantané et on n'arrive pas vraiment à encore tout capter. Il y a encore des bacs rouges, il y a encore des retards qui se passent. Donc on est toujours dans notre recherche d'amélioration de confort pour les gars, pour l'équipe, et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et là, encore notre petit Nicolas, il est passé de directeur de prod maintenant. Voilà. Du coup, on réfléchit avec lui et on se dit, malgré tout ça, il y a des journées qui dérapent. On a un client qui appelle et qui dit « Oh là là là, ça marche pas du tout. Vite, je fais une opération de déstockage, je fais une promo, j'ai mon boss qui est tombé dessus, il faut que ça soit en ligne tout de suite. » Ah oui, donc là, notre consultant qui avait 630 minutes, qui était déjà en PLS, en fait, il va encore se mettre plus dans le rouge. Ou même celui qui a 410, du coup, il va passer dans le rouge, il n'aura pas assez de temps aujourd'hui pour arriver à tout faire. Normalement, ils appellent le hands-on, ils ont la belle petite fiche de hands-on sur leur bureau. Malgré tout, souvent, ils oublient de faire le hands-on. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? Vous arrivez au bureau à 9h, vous faites votre première pièce qui dure 15 minutes. Donc, à 9h15, vous dites « J'ai fabriqué cette première pièce ». Le système sait que cette pièce devait durer un quart d'heure, donc le système dit que vous êtes arrivé à 9h. Et on laisse cette petite barre verte ici. Cette barre verte, c'est 8 heures de travail, 7 heures plus 1 heure de déjeuner. À l'avance, non-stop. Et ici, c'est les pièces que vous avez réellement livrées dans votre journée. Donc on voit ici le premier opérateur orange, il est grave en galère. Déjà, il est en galère parce qu'il avait 630 minutes. 7 heures de travail, ça fait 420. On n'est pas à la minute. On s'en fout, 420, 380, 450, c'est OK. Mais à 630, on sait qu'il est foiré. Il va peut-être rester plus tard, mais on sait que ça va être compliqué quand même. Et là, on le voit dans la journée. Par contre, on voit que lui, il a la bonne vitesse, parce qu'à nouveau, on n'est pas... il a à peu près la bonne vitesse. Lui, il galère. Lui, il est en avance. Et lui, il est aussi en galère, en fait. Voilà. Ça, le team leader l'a en visu. Et
C'est sûr qu'à 10h, on ne peut pas regarder. Mais par contre, à midi, on a déjà une bonne tendance. Vous voyez, ils n'arrivent pas du tout en même temps sur la journée. Vous voyez, il y en a qui arrivent beaucoup plus tôt que d'autres. Et donc, du coup, là, vous vous rappelez, le visuel sert à quoi? Il sert à provoquer cette fameuse discussion. Ici, du coup, on provoque cette discussion puisque l'opérateur n'a rien dit. Moi, j'ai des écoles de commerce, j'ai des cadres, j'ai des bacs plus 5. On leur a appris à l'école de se débrouiller seuls. Et même si avec tous nos services, tout ce qu'on essaye de faire, des fois, ils résistent un peu. Ici, on le voit. Mon point important, c'est que généralement, quand je présente ce slide, je présentais 3 fois en fait, mais quand j'en parle, quand je le montre à mes potes, quand ils viennent au bureau, ils me traitent de dictateur en fait. Et ils me disent, mais Jonathan, tu connais tout ce que fait tout le monde, et tu sais qui c'est qui a la bourre et tout. Mais non, c'est un système d'aide. C'est un système d'aide en fait. Quand on l'a mis en place, ça, la première semaine dans l'équipe de Nicolas, on l'avait affiché sur une télé. Au bout de 2 jours, on l'a caché parce qu'en fait, dans son équipe, ils n'étaient pas contents. Maintenant, vous allez voir, c'est dans tous les bureaux partout. C'est devenu OK parce qu'ils ont bien compris que c'était pour les aider. Donc, point important, le rôle du manager chez JVweb, c'est d'empêcher le team leader de tomber du côté obscur de la force. Alors, Orange, t'es à la bourre, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu fais? Non. Quel problème t'as rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon client m'a imposé de mettre une ligne de promo, de faire un truc, c'est bloqué. Ok. Ou alors juste j'avais prévu de faire ça, et puis j'ai découvert un énorme problème sur ces campagnes. Du coup, j'ai dérapé, j'ai pas fait gaffe, j'ai mis 2 heures alors que j'aurais dû mettre une demi-heure. Tac, 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 tac. L'idée, quand on détecte le problème, c'est pas de faire le PDCA maintenant, c'est pas de faire une formation, l'idée c'est d'arriver juste à qu'il finisse sa journée. Et le lendemain, quand on est plus zen, on fait le PDCA, etc., etc. Voilà. Malgré tout, on n'était pas encore satisfait. C'était vachement bien. Là, par contre, on commence à être vraiment bien en termes de système de prod. On a quand même des jours où les gens, vous avez vu, 630 minutes, ils sont à la bourre. Et il y a des fois où ils les découvrent le matin même qu'ils sont à la bourre. Vous avez vu, sur Trello, c'est pas bien, en fait, les temps, les colonnes, c'est pas pratique. Donc, on rajoute encore un petit visuel qui vous connaissez peut-être, qui s'appelle le plan de lissage. Mais nous, ça, c'est des mots jolis. Nous, on a juste dit, on a besoin de voir le futur. Et là, donc ça, c'est le lendemain. Donc moi, je suis l'opérateur, je vois que j'ai rouge à 400, 375, 360, 420, 345. Vous voyez, on a mis un peu une norme haute et basse, mais c'est juste pour aider un peu l'opérateur. Le week-end, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est du coup, quand je parle à mon client et qu'il me dit « Tu peux me livrer pour demain ?» Je suis mauve. Normalement, ça rentre. Je suis bleu, je commence à me dire « Ouh !» Ça commence à être tendu en fait. Donc tout de suite à mon client, je peux commencer à essayer de négocier un délai. Si je sais que c'est jouable. Oui, livre-moi lundi. Ok, c'est bon, ça passe. Non, je le veux vraiment pour demain. Ok, je me mets demain. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, tu sais déjà la veille pour le lendemain que tu ne vas pas réussir ta journée. Vous vous rappelez, au départ, on subissait à 17h, après on subissait à 9h, maintenant on essaye de subir la veille. Encore moins stress, puisqu'on a du coup une journée entière pour trouver une solution. Ça rajoute beaucoup de temps et c'est super agréable pour gérer. Et là, le team leader rentre en scène et dit en fait, peut-être qu'il y a des tâches que tu peux reporter. Donc on modifie des tâches et on en supprime. Ah, tu veux faire ça? Non, mais ça n'aura aucun impact sur le compte de ton client. Donc ne le fais pas. Donc on lui sauve du temps avec ces checkpoints de prod. Souvent on me dit, ouais, mais tes team leaders, du coup, ils n'arrivent jamais à produire, ils font tout le temps des. Oui, mais en fait, ils suppriment de la prod, ils font la bonne prod pour les autres. Au final, le plus est supérieur au moins à la perte qu'on peut avoir en termes de temps. Donc ça, c'est super utile. C'est pour les opérateurs, c'est la visuelle qu'ils utilisent le plus pour lisser leur production future. Sauf qu'eux, on leur a jamais utilisé le mot lissage. Ils disent génial, je peux livrer à temps mon client. Ils ont même une vision sur 30 jours maintenant. Bien sûr, on regarde aussi la production passée. Quand ils quittent le bureau, tous les jours à 19h, on relève les minutes qui restent. L'idée, c'est pas de sanctionner, c'est de se dire qui a besoin d'aide. Un opérateur qui a 10 minutes, 20 minutes, en dessous de la demi-heure, on ne regarde même pas en fait. Par contre, un opérateur comme le rouge, qui tous les jours a 60 minutes, ça veut dire qu'il faut que le team leader aille le débloquer. Il y a un truc qui se passe. Là, oui, je suis transparent avec vous, je vous montre des décisions qui sont no-toquées chez nous. Là, le team leader, soit il est intervenu,
soit ça va pas marcher, soit il n'y arrive pas, mais en tout cas, il faut qu'un manager vienne aider, parce que là, ce qui se passe, quand il a 1 heure de retard tous les jours sur ses clients, ça veut dire que le consultant, il commence à partir de mauvais côté, un peu trop de stress, un peu de machin, et moi, ça m'amène une démission, hein. Ou ça m'amène un départ de client. Et je veux ni l'un ni l'autre. Voilà. Et des fois, on voit une demi-heure, 60 minutes, 90, 3 heures, et puis après, ça part crescendo. Et l'ancien système, c'était ça va, Régis? Ouais, ça va. Tes clients? Ça va. Ok. Et puis un jour, le jour où il débarquait, Régis, en disant oh là, ça va plus, là, les clients, ils me cassent les bonbons, je m'en sors plus, j'arrive plus à finir mes journées. Il y a 3 jours, ça allait. Bah ouais, non, mais en fait, ça allait déjà plus, mais juste, le salut, ça va, c'est un réflexe. Là, ici, l'opérateur, si 3 jours de suite, il nous fait un truc comme ça, alors là, je peux vous dire que le team leader, lui, vient le voir tout de suite pour l'aider, et souvent, le manager passe un petit coup de coucou pour être sûr qu'on ait un début de solution, en fait. Voilà. Donc ça nous évitait les grosses crises, en fait, avec les account managers, cette vision passée. Voilà. Et les grosses crises avec les clients. Ah oui, pardon, je t'ai pas vu. À quel point, du coup, quand il y a du violet, ça t'alerte aussi ou par habitude et ruse de l'équipe ou par trop de seniorité et donc la personne a... Qui est la personne qui finit tout le temps ses journées? Ouais. Alors, quand on regarde, nous, on regarde plutôt sur une période plus longue. Parce que là, ça peut être une semaine calme, tu vois. Enfin, il y a différentes raisons. Chez nous, on a moins ce problème de pas qu'il en reste 0 stock. On les incentive beaucoup avec des bonus en fonction de la facturation qu'ils font et en fonction de la satisfaction de leurs clients. Et on fait un produit en croix. Ce qui fait que s'ils ont du temps libre, ils vont avoir envie de prendre un client pour facturer plus. En général. Voilà. Et sinon, on leur fait faire du Kaizen. On leur donne un sujet de Kaizen, d'amélioration pour qu'ils puissent faire autre chose que gérer leurs clients. Parce que quand ils ont 2, 3, 4 ans d'expérience, ils aiment bien faire autre chose que de la gestion pure de clients chez nous. Voilà. Ça, c'est maintenant le management visuel version 2025. Donc vous voyez, il y a les télés. Ce que je vous ai présenté avant, c'est là, hein, c'est ces 3-là. Et il y a plein d'autres indicateurs que je vais vous présenter. Donc, Gauthier n'était pas à son bureau le jour où on a pris la photo. Vous voyez, il y a ça par équipe et on visualise en permanence. Je vais vous faire un petit zoom sur ce qu'il y a sur ces télés. Ces 3-là, c'est futur, passé, prod de la journée. Donc j'ai pris la capture en fin de journée. Mais avant ça, on va regarder ici. Ici, c'est les notes que les clients nous ont données. Donc c'est le NPS. Certains appellent ça le NPS, nous on appelle ça juste des notes. Vous voyez, si on a une note catastrophe, on a eu un 4. Mais après, sinon, la préférence, c'est 8, 9, 10. On veut absolument avoir une note qui a moins de 60 jours sur les petits clients et moins de 30 jours sur les gros clients. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les clients de la cellule. Et vous voyez, ici, il y a 2 clients qui n'ont pas de note. Et le pire moment, c'était début septembre avec 4 clients qui n'avaient pas de note de moins de 30 ou 60 jours, en fait. Donc ça, on les suit en permanence pour être sûr que nos clients, on sache vraiment ce qu'ils pensent. Je vous ai dit, ça peut glisser à tout moment. Ces notes, ce n'est pas un email qu'on leur envoie. C'est quand vous êtes en communication weekly ou monthly avec votre client, vous lui posez une question à la fin. Est-ce que les reportings te plaisent? Est-ce que tu es OK avec les perfs? Qu'est-ce que tu penses de notre relation professionnelle? Etc. etc. On a un modèle de 10 questions, mais ils peuvent poser la question qu'ils veulent. On ne s'arrête pas là. Parce que la note en elle-même, c'est eux qui la mettent, c'est eux qui la transforment. Donc là, il a dû avoir un verbatim salé au téléphone, et c'est le consultant qui l'a transformé en 4. Durant leur weekly entre team leader et opérateur, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils prennent ce verbatim, l'opérateur dit qu'est-ce qu'il en a compris, quels sont les enseignements qu'il en tire pour lui, et comment il pourrait l'appliquer à ses autres clients, en fait. Et ce qui est génial, dans l'équipe, on a des gens qui ont 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 6 mois d'expérience, il y a tout. En fait, quand ils discutent de ça, les jeunes apprennent des plus anciens. Et ça se transfère comme ça. Et franchement, les verbatim clients, pour les interpréter, c'est assez dur. Il y a tellement de configurations chez nos clients, il y a tellement de produits vendus, il y a tellement de tailles de boîtes différentes. Bah là, en fait, ils entendent comme si on jouait au tennis et qu'on renvoie des balles. Et chaque semaine, du coup, ils progressent, ils progressent, ils progressent. C'est une équipe qui est assez jeune. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui progresse en facturation. Donc, on leur montre le score. Ouais, ils voient le score de leur équipe en permanence. Cette équipe, ça fait 134 jours qu'elle n'a pas eu de résiliation. Pardon, 6 jours. Donc, elle vient d'en avoir une, pardon.
C'était 134 leur record, pardon. Et ça, c'est le montant des résiliations en chiffre d'affaires annuel. On prend un mois, on fait x12. Donc comme ça, ils connaissent leur corps. Je vous ai dit qu'on avait 120 000 mots-clés, enfin 200 000 mots-clés pour une seule personne à surveiller. Et un mot-clé a des dizaines de paramètres, hein, géographique, audience, âge, il y a aussi les produits, etc. Et donc on a vu chez Toyota qu'ils ont un contrôle qualité en fait à la fin des fabrications de voitures, qui s'appelle le CVI. Chez eux c'est manuel, chez nous on a réussi à l'automatiser. Donc en fait les critères que moi je vais voir ou que le directeur de prod on allait voir dans les comptes pour savoir si nos équipes bossaient bien, on l'a automatisé. Vous voyez ça c'est les erreurs. Ah oui, c'est pas flouté, mais c'est les gars. Et c'est le nombre d'erreurs qu'ils ont dans les comptes, en fait. Et on veut en permanence que ce soit 0. Donc là, typiquement, Rose, que moi j'ai pris la capture, j'ai fait « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai écrit à Cyril et on m'a dit « David est en vacances. » J'ai regardé les erreurs, c'est des petites erreurs avec très peu d'impact, donc j'ai laissé couler, en fait. Voilà, pour ça. Donc ça, on veut en permanence que ce soit à 0, parce qu'en fait, s'il y a une erreur, s'il y a ce type d'erreur sur les comptes, on sait que c'est une cause de résiliation pour nos clients. Voilà. Et une cause de non-performance aussi, parfois sur les campagnes. Donc c'est souvent les deux d'ailleurs. Voilà. Cette équipe ici, en ce moment, elle est sous pression. Et à votre avis, on le voit à quoi qu'elle est sous pression? Compétences en retard, pas de bande passante. Yes, compétences en retard, qui est en bas, ici. Et on voit ici également, regardez, tous les soirs, là, il y a 125 minutes non livrées. Je vous montre vraiment la transparence. Hein. Ça, c'est une capture récente, elle date du 3 octobre. Hein. Pourquoi? Moi, quand j'ai vu ça, pareil, j'ai écrit au team leader en disant qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les grosses pièces qu'on sort de temps en temps. Business review trimestriel, proposition commerciale, lancement de nouveaux clients. En moyenne, on en a 2 par équipe. Là, regardez le nombre de pièces. Il y en a 10. Donc, du coup, toute l'équipe est sous pression. Et comme ça, c'est les pièces les plus importantes à livrer, ils n'arrivent pas toujours à livrer toutes les pièces. Et ici, le team leader, on voit que depuis le 15 septembre, il forme moins bien son équipe. Et ça, pourquoi ça augmente? C'est parce qu'on a une gestion des standards proactive. Et donc ça, c'est des standards qui ont été mis à jour et sur lesquels le team leader n'a pas reformé les opérateurs. Chez nous, on a 100 standards à peu près sur Google Ads. Il y en a 5 à 10 qui sont mis à jour par semaine. Et il y en a 2 où il faut reformer l'opérateur chaque semaine. Pour ça, il passe vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et les formations, c'est que du one-one. Voilà. Et donc là, vous avez vu, là, il était à jour. Il y a eu une mise à jour de standard. Et puis là, il y a une nouvelle mise à jour de standard. Et il ne l'a pas fait. Voilà. Donc, le fait d'avoir ça, ce qu'on a rajouté derrière, c'est que l'opérateur... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. L'opérateur, tous les matins, donc si c'est ses clients, il doit dire est-ce que ses clients sont OK en termes de performance, OK en termes de relations commerciales et n'ont pas de problème, une satisfaction, un truc comme ça. Et ils disent oui ou non. Kamishibai pour ceux qui connaissent. Et là, vous avez, il y en a 3 clients qui sont not OK. Ça ne veut pas dire que le client s'est plaint. Là, je sais qu'il y en a 2 sur les 3 où c'est nous qui sommes dit, là, le client, il est parti en zone de risque, soit parce qu'on ne fait pas les perfs, ce qui n'est pas toujours notre faute, hein, on a l'actualité qu'on a, soit il s'est passé un truc sur le site et nous, on pense que c'est pas bon, etc. Et ça, du coup, le team leader sait qu'il a 4 jours pour essayer de trouver une solution pour pouvoir aller fixer le problème avec l'opérateur, en fait. Voilà. Et donc là, tous les matins, ils se font une petite réunion, ça dure 10 minutes, et ils parlent des problèmes qu'il peut y avoir ici, des grosses pièces à sortir, voilà. Mais des trucs d'équipe. On n'affiche pas à quelqu'un devant les autres. Hein. C'est vraiment... voilà. Ah, mais tu vois, là, il y a eu ce problème-là sur ce client, et il y en a un autre qui peut dire « Ah, mais attends, moi, je l'ai rencontré il y a 3 mois. » On a souvent des problèmes de tracking avec les clients. « Ah, j'ai rencontré le même problème de tracking avec ce client, je sais t'aider. Je viens de voir après, on se débrouille dans la journée, etc. etc. » Ici, quand ils arrivent chez nous maintenant, on a essayé de mettre des choses en place, mais du coup, pour les gens qui arrivent, c'est parfois un peu déboussolant. Donc, on a créé un peu une petite carte, c'est affiché partout dans nos bureaux, où ils arrivent ici avec la formation de 8 semaines plus 4, le plan de prod, le hand-on, etc., etc. Je vais pas vous parler de tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'on leur donne en transparence pour qu'ils puissent, eux, se positionner et savoir sur quoi avancer. Je veux juste vous parler de ça, c'est des kaizen, c'est des améliorations. Ici, vous avez Manon. On est en 2023. Manon a un problème, confort. Nous, Toyota parle tout le temps de qualité, coût, délai, sécurité, environnement. Sécurité, environnement, chez nous, ça ne veut pas dire grand-chose, on les a enlevés. Et coût, pas trop non plus. Donc le C de coût, on l'a rajouté par confort. Alors, parfois, il est encore écrit, mais
c'est vraiment le confort. Parce que le truc que j'ai remarqué, c'est que les opérateurs ne font des améliorations que si ils ont un intérêt directement pour les aider. Donc là, ça l'a gonflé de le faire, en fait, clairement. Voilà. Un benchmark, ça prenait 3 heures. On le faisait une fois par trimestre. Maintenant, un benchmark, ça prend 1 heure à faire. Ce qui est intéressant, c'est que cette amélioration, quand j'ai parlé avec elle, puisque ça lui a pris 4 heures. C'est-à-dire que le ROI, dès le deuxième mois, dès le premier mois, il était là, puisqu'elle elle doit en faire un par mois pour un client différent. Ce qui est intéressant, c'est que tous les mois, on a une réunion mensuelle qui dure 1 heure. Je prends 10 minutes pour présenter tous les succès du mois qui étaient faits comme ça par les opérateurs ou les team leaders. Voilà. Et il n'y a pas de petits gains. Voilà. Il n'y a vraiment pas de petits gains. Là, c'est un truc vraiment plus gros, mais généralement, c'est un truc plus petit et je présente tout le monde avec des captures d'écran. Et une fois par an, on fait des awards où on fait une sélection. Il y a 4, 5, 6 personnes qui pitchent. Il y a un vote. Le gagnant a un cadeau d'une centaine d'euros et les autres partent tous avec une petite bouteille de champagne pour remercier en fait. Voilà. Donc ça, c'est juste pour célébrer les victoires et pour les féliciter. Ça, c'est aussi un des trucs qui a été le plus impactant. C'est que les gens, du coup, se sont appropriés leur poste de travail. Ils se sont dit, avant, je proposais un truc, personne ne le reprenait. Maintenant, c'est présenté par Jonathan devant tout le monde. C'est mis dans les standards. On est formé. Et du coup, des fois, mon idée géniale que j'ai eue, toute la boîte s'en sert 6 mois après, quoi. Ou 3 mois après. Ils en sont trop contents. Et du coup, ça crée une émulation. Voilà. Faut savoir que je pense que la moitié des améliorations, je ne les vois pas. Même plus que ça, parce que les gens se disent, faire un slide, c'est chiant, quoi. Vraiment. Mais du coup, c'est pas grave, je joue avec ceux qui veulent jouer. J'avais un autre problème. Maintenant, tout va beaucoup mieux. Je suis zen. Je peux arrêter de boire du café, comme vous le voyez ce soir. Mais les consultants ont 2 métiers en un. Ils parlent aux clients et ils optimisent les campagnes. Et souvent, ils adorent parler aux clients. Mais optimiser les campagnes, au début, ils aiment bien, ils apprennent à le faire. Mais au bout d'un moment, c'est un peu chiant. C'est un peu le côté ingrat. Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de caler cette qualité. C'est ça. Les clients viennent parce que j'ai de la perf, ils me choisissent parce que j'ai de la perf. Donc, je voulais essayer de refaire de l'artisanat sur ce côté optimisation, etc. Et ça a été grâce à une visite chez Toyota à Nantes, où, en étant à Nantes, alors ça, c'est pas une photo de Nantes parce que j'ai pas pu prendre de photo, mais c'est l'équivalent. C'est ce petit monsieur en jaune. Ce petit monsieur en jaune, il a changé. C'est la 3e chose qui a changé le plus la société. Il fait quoi, ce monsieur en jaune? Il prend des pièces ici et il va les amener sur la chaîne de production. À Nantes, donc il fabrique des chariots élévateurs. 2 sur 4 ont des personnalisations qui sont hors catalogue. Donc moi, je me retourne. Je dois mettre ça sur le chariot élévateur. Il faut que ce soit ce verre-là qui soit là au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai un autre modèle, puisque de toute façon, il faut que ça soit connecté vraiment, etc. Donc ils ont vraiment beaucoup de personnalisation. Déjà, je me suis dit, tiens, ça ressemble déjà beaucoup moins à du travail à la chaîne. Mais quand j'ai vu cet opérateur qui, du coup, amenait du stock sur la chaîne de prod, je me suis dit, mais purée, chez nous, ça pourrait nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Donc, on a l'account manager qui reçoit une demande. Il envoie la demande au technicien, on appelait ça les techs pour faire sexy chez nous, via un Trello. Et puis une fois que c'est fait, le technicien livre la pièce à l'account manager qui peut ensuite l'envoyer au client. Maintenant, il y a même des techniciens qui livrent directement au client. Pourquoi on a fait ça? Première cause de démission, je fais trop de choses techniques. Du coup, il les bâcle. Donc première cause de démission, mais première cause aussi de résiliation client. Quand on a mis les techniciens en place, ils ont commencé à transférer le savoir-faire des pièces. Le point qui a été dur, c'est que moi, quand je me trompe, que c'est moi qui juge, je suis cool. Je donne une pièce à faire à quelqu'un d'autre, cette personne se trompe. Alors là, je suis content de le dire qu'elle s'est trompée et je suis content de l'afficher. Hein. C'est ce qui s'est passé chez nous. Donc tout de suite, on a mis le on dit attention, ce n'est pas des assistants, ce n'est pas des stagiaires, c'est des CDI et ils sont sur votre chaîne de prod. S'il y a un problème de production, les deux, vous êtes responsables en fait. Et pour faire ça, on s'est aidé d'un petit outil qui s'appelle le WPM et chaque bac rouge, donc chaque plainte, chaque personne qui râlait, on le loguait et on regardait quelles pièces, quelles étaient les causes, qui était le donneur d'ordre et qui était le fabricant, et qui l'avait vu. Le client, le contrôle qualité interne au tech, ou alors l'account manager. Ça, c'est septembre de cette année, et ça, c'est octobre l'année dernière. J'ai malheureusement pas pris la capture sur le graphique, mais les erreurs, elles font comme ça, en fait, sur la durée. Au départ, il y a un tech, maintenant, il y en a 4, et le premier n'était même pas à plein temps. Ce que je veux vous dire par là, c'est que là, en un an, en fait, en 12 mois, on a divisé par 2 le nombre de défauts,
alors qu'on a doublé la prod en fait. Le secret, c'est que le directeur de prod, à chaque fois qu'il y a un bac rouge, il réunit les deux personnes et il fait une résolution de problème en fait. Ce qui se passe avec ça, avec cette résolution de problème, c'est que du coup, il y a un travail d'équipe qui se crée. Ah oui, peut-être que j'ai pas bien écrit ma demande, peut-être que c'était pas clair. Et du coup, ils se voient comme des collègues. Et ici, comme tout est noté, on peut aussi faire des statistiques. Vous voyez là, la ligne, il y a 20, je sais plus combien il y a d'erreurs sur l'année. Là, c'est 15. Pour vous donner une idée, ça c'est 15. Juste cette ligne-là, c'est 28. La deuxième ligne, c'est 13. Après, c'est 10. On a essayé de travailler du coup sur cette ligne à 28 parce que si on la travaille, ça fait grave améliorer la qualité. Le CVI, c'est le contrôle qualité interne. Et vous voyez, les cas les plus graves, c'est les cas rouges parce que c'est les clients qui râlent. Donc voilà. Et des fois, on a des succès. Hein. On était trop contents là. Puis là, c'est coup, pouf, pouf. Voilà. Ça, malgré tout ce qu'on fait, ça arrive. Mais c'est pas grave. Il y a des problèmes. On est là pour essayer de les résoudre. Ça nous a sauvés. Ça, c'est le plan de programme de formation, mais je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Mais en tout cas, ce qui a changé aussi, j'ai 40 personnes au Google Ads. Une fois par semaine, ils font certaines actions. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de faire du craft, d'essayer d'améliorer les gestes, etc. C'est qu'une fois par semaine, ça leur prend 20 minutes. J'ai 4 techniciens. Ça veut dire qu'ils le font chacun 10 fois par semaine, 2 fois par jour. C'est pas pareil. Du coup, à 2 fois par jour, on est intéressé pour améliorer son geste. Ça fait une demi-heure par jour. Donc, on essaye de chercher les petits trucs. Et eux, du coup, c'est l'équipe qu'on essaye le plus d'inciter à faire de l'amélioration. Parce que quand ils font de l'amélioration, ça aide vraiment, vraiment, vraiment leur journée parce que c'est des pièces qui font beaucoup. Sur les 90 derniers jours, ils ont fait 421 préparations de reporting. 200 annonces promo pour tous les clients. 130 pour un client spécifique. Etc., 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 etc. Vous voyez, c'est des gestes qui répètent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et juste pour vous montrer le petit clin d'œil, chez nous, quand un opérateur est formé, c'est que c'est quelqu'un qui va à la bonne vitesse. C'est pas seulement quelqu'un qui fait que de la qualité. Hein. Donc on essaye aussi de regarder la vitesse avec la qualité. Parce que pour moi, quelqu'un qui met 2 fois plus de temps, ça veut dire qu'il a eu des doutes pendant sa fabrication. Voilà. On n'est pas à nouveau à la seconde. Hein. On ne sait pas... Et le dernier point que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était mon codir. Tout ça, on l'a fait avec le codir sur toutes ces années. La moitié des gens qui étaient là en 2016 sont encore là aujourd'hui à peu près. La boîte a grossi, et donc avec les opérateurs, ça marchait beaucoup mieux, grâce à tout ce qu'on a mis en place avec Régis et Christophe. Mais ce qui se passe, c'est que la boîte grossit, le codir devient un peu plus rigide, et chacun voit midi à sa porte. Les sales pour les sales, la prod pour la prod, et j'ai du mal à les faire communiquer ensemble. Chacun veut tirer son bout de gras. C'était devenu mon principal problème, parce que c'est bien que les opérateurs marchent mieux, mais si le codir marche moins bien, on revient dans la situation de départ que j'ai du mal à dormir. Et donc pour ça, on a travaillé sur notre flywheel et notre management visuel au niveau du codir. Alors, qu'est-ce que c'est la flywheel ? C'est la roue d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut que dans la boîte fonctionne parce que ça aide le reste à fonctionner ? Je vous prends l'exemple d'Amazon. Ils ont récupéré beaucoup de vendeurs chers pour vendre sur la plateforme. Ils ont plus de produits. Du coup, le consommateur, il est vachement content quand il vient. Ça lui apporte beaucoup de trafic à Amazon. Le fait qu'il ait beaucoup de trafic et des vendeurs extérieurs, ça lui fait une structure de coût plus faible. Donc, il peut vendre moins cher. Le fait de vendre moins cher, vous avez compris le principe. On l'a fait chez nous. Alors, elle est beaucoup floutée. Vous voyez, il y a la partie market, sales, comment tout ce qu'on fait en standard, R&D, etc. La partie staffing, la partie client, et puis tout ça, comment ça arrive à la mise à jour du discours, etc., etc., etc. Ça, quand on l'a travaillé, on s'est rendu compte que du coup, des choses importantes ne l'étaient pas et inversement. Donc, on a beaucoup mis à jour les managements visuels des managers et ceux sur lesquels on se basait pour échanger. Donc, ici, vous avez un extrait à droite. Ça, c'était bien, mais voilà. Du coup, ce qu'on a rajouté, ça, c'est le management visuel de tous les managers chez moi. Et ces managements visuels, pendant le codir qu'il y a de chaque semaine, ils ont 10 minutes pour le lire. Donc eux, ils connaissent celui de leur équipe, mais grosso modo, ils vont lire celui des ventes, du market, de la prod, etc., etc., etc. Et à la fin de ces 10 minutes, je leur pose une question qui est « Donnez-moi pour vous les 2 sujets qui vont amener JVweb à court et à moyen terme droit dans le mur. Ou qui vont nous créer un gros problème. Droit dans le mur, c'est un peu fort. Donc j'ai une RH, j'ai une DAF, donc j'ai des gens qui ne sont pas connectés forcément au business à la base, au quotidien. Ça fait 1 an qu'on le fait. Ça a changé la face de la société parce que moi,
je me tais grosso modo quand il parle à la fin. Donc, quelqu'un va dire quelque chose, et en fait, je laisse les autres intervenir, donner leur avis. Parfois, je donne le mien quand même, mais du coup, c'est génial. Ils se font du A3, enfin, pas du A3, mais ils se font un peu de PDCA ensemble, ils échangent ensemble, ils s'alignent en fait. À la fin, moi, je note, et à la fin, je fais une synthèse en disant, bah ouais, ce sujet-là, je partage votre avis, etc. Et c'est avec ça qu'on lance les sujets de Kaizen ou les sujets de A3 plus structurants pour le long terme. Et là, par exemple, notre RH, elle avait spoté quelque chose au service commercial et c'était la seule ce jour-là d'en avoir parlé en fait. Et je trouvais que c'était un super point qu'elle avait trouvé. Voilà. Et on en a fait un petit Kaizen après derrière. On s'est revu à 3 avec Sylvain le Dirco et on l'a travaillé en fait. Voilà. Donc ça a changé la donne, c'est que ça a créé un fort esprit d'équipe. On se tape toujours dessus de temps en temps, hein. On n'est pas devenu... c'est pas 100% magique, mais vraiment ça a changé la donne. Et l'autre point, qui est encore plus important, c'est que maintenant, ils essayent... Enfin, mon exercice quand je fais ça, en fait, c'est qu'ils essayent de s'asseoir à ma place, hein, cet exercice aussi, je ne l'ai pas dit, mais mon but, c'est qu'ils puissent voir la boîte dans son ensemble, en fait. C'est aussi pour ça qu'ils se fritent moins dessus, en fait. C'est que du coup, ils voient les réussites, les moins bonnes réussites, et ils voient ce qui se passe ailleurs avec ce management visuel. Donc du coup, ils sont à ma place de patron. Puisqu'à la fin, ils donnent leur avis. Donc c'est comme si moi, je vois la boîte et je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je leur demande de spotter 2 choses. Hein. Parce que je ne veux pas une liste trop longue, parce qu'après, sinon, ils disent tout ce qu'ils peuvent. Et c'est pas le but. C'est vraiment, c'est quoi les 2 sujets impactants. Au bout d'1 an, les premières fois, on a un peu rigolé. Enfin, moi, je rigolais parce qu'il y avait des choses qui étaient dites où je me disais, s'ils comprennent ça, ça veut soit dire qu'ils sont tellement loin du business, soit que notre management visuel était très mauvais. Bon, c'est des 50-50 en fait. Mais on voit semaine après semaine, et discussion après discussion qu'ils ont les uns avec les autres, Tiffany, notre RH, nous a trouvé un super truc sur la partie sales, quoi. Il y a 1 an, je pense qu'elle aurait été incapable de le faire. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. La Flywheel, on a commencé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. On avait fait d'autres exos, moyennement satisfaisant, et cette version du MV basée sur la Flywheel et cette discussion, ça a vraiment été game changer. Et mon dernier slide, c'est du coup, ça c'est moi il y a 10 ans. Et Jonathan, t'en penses quoi de ta propre présentation? Pour être honnête, si j'étais à votre place il y a 10 ans, je me serais dit que ça ne marcherait pas chez moi, que j'ai pas de clients pareils, moi je ne suis pas une usine. Je me serais aussi dit que mes clients sont satisfaits parce qu'ils ne résilient pas, parce qu'ils ne viennent pas se plaindre. Je peux vous dire que la première fois, on a demandé les avis clients, on a appris des trucs de dingue. Bon, on n'est pas à l'usine. Je prends déjà soin de mon équipe, je vous rappelle, j'ai une salle de sport, j'ai les petites déj, j'ai les trucs comme ça. On gagne déjà bien notre vie. Et puis, comme tout le monde me dit, c'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal de galérer en fait. Donc, je sais que je ne vous ai sûrement pas convaincu avec ma presse. Le but, ce n'était pas de vous convaincre, c'était de vous montrer notre parcours, de vous montrer ce qu'on a fait et de vous inviter à essayer en faisant juste un Gemba. Enfin, quelques Gemba, pas un seul, mais en faisant quelques Gemba. Si vraiment vous en faites quelques-uns, vous allez tout de suite voir que certains de vos opérateurs sont vraiment en détresse, que certains de vos opérateurs ont besoin d'aide, que vos décisions que vous avez prises ont amené des conneries. Et un point important, quand vous avez une discussion aussi avec vos équipes, quand on fait nos Gemba avec Régis, généralement les gens essayent de nous... naturellement, ils parlent en général. Et nous, quand vous êtes en Gemba, parlez de la pièce qui est sur l'écran en fait. Ah, tu es en train de travailler sur ce client, qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, généralement, pour les clients, une fois qu'on a fait le call, on fait un email. Donc là, tu as fini ton call il y a une demi-heure, tu peux me montrer l'email que tu as envoyé? Ah non, mais là, j'ai pas fait d'email. C'est pas grave, mais pourquoi tu as fait d'email? Vous voyez? Et donc, de parler de la pièce et ne parlez pas de généralité. J'ai oublié de vous le dire sur le Gemba, mais c'est vraiment, vraiment très important si vous posez des questions d'être sur la pièce et pas sur les généralités. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut essayer, et sans ça, c'est trop dur d'être convaincu. Et voilà.